Claude Pérez, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite de littérature française à la faculté d'Aix-Marseille, anthropologue de l'imagination. Vous publiez aux éditions du Cerf Paul Claudel, une biographie « Je suis le contradictoire ». C'est une fresque impressionnante sur le diplomate, l'écrivain et l'homme de foi. Alors, Paul Claudel, on connaît la légende, la conversion au pied d'un pilier de Notre-Dame, l'homme de théâtre, l'écrivain. Vous avez voulu aller au-delà de tous ces aspects. Finalement, Claude Pérez, dans cette recherche, qu'est-ce qui vous a le plus étonné autour de ce personnage ? Il y a beaucoup de choses qui m'ont étonné, chemin faisant. Il y a des épisodes particuliers. Par exemple, j'ai eu la surprise un beau jour en travaillant aux archives de Nantes, des affaires étrangères, de tomber sur un gros carton d'archives dans lequel il y avait plein de vieux papiers poussiéreux, avec des petites notes, qui étaient des notes d'espions, qui dataient des années 20, alors que Claudel était chef de poste à Copenhague. Et il y avait de temps en temps, pour accompagner ces notes, des mots de Claudel destinés aux affaires étrangères. Et voilà, il faisait il était chef de poste d'espionnage, si vous voulez, hein, enfin maître espion, si je peux dire. Ça, c'est effectivement pas très connu. Voilà, parce que toute cette zone baltique était à l'époque en ébullition. Il y avait la révolution en Russie, il y avait la guerre civile en Pologne, il y avait la révolution quasiment en Allemagne. Donc voilà, il centralisait des informations qu'il envoyait au Quai d'Orsay. Voilà, ça a été une surprise, mais il y en a eu d'autres. Par exemple, quand j'ai découvert... Alors ça, c'était d'abord par la tradition orale familiale. Un de ses petits-fils, Daniel Paris, m'a raconté que l'on disait dans la famille qu'il y avait des gens qui étaient venus de Londres pour apporter une lettre à Claudel, etc. Et alors, j'ai pu vérifier ensuite en trouvant, alors non pas la lettre qui est perdue, qui était de Gaulle, mais des documents qui sont conservés dans les archives et qui témoignent en effet de la véracité de ces contacts entre... Donc, pendant la Deuxième Guerre mondiale... Pendant la Deuxième Guerre, entre Claudel et Londres. D'accord. Voilà, et puis il y a après des choses plus générales, c'est-à-dire ce personnage qui a une vie quand même extrêmement... une vie romanesque, sa vie comme un roman, enfin d'une certaine manière, n'est-ce pas ? Et l'énergie qu'il peut avoir à tout moment. Enfin, un de ses amis disait c'est une locomotive toujours fumante, et effectivement c'est tout à fait l'impression que ça donne encore aujourd'hui, longtemps après sa mort. Voilà. Paul Claudel, c'est donc un personnage qui est marquant dans la littérature. On le dit volontiers complexe, insaisissable. Vous le trouvez contradictoire. Et pourtant, en apparence, ne peut-on pas dire que c'est un homme tout d'un bloc ? Oui, enfin, c'est ce que disait Gide, n'est-ce pas, qu'il comparait à un marteau pilon. D'autres ont parlé de gorille catholique, donc ça va un peu dans le même sens. La phrase que j'ai prise pour faire le titre, elle est de lui. Je suis le contradictoire. C'est dans une interview à un journal canadien. Et en fait, quand il dit ça, c'est moins pour parler de ces contradictions internes qui sont tout de même extrêmement fortes, et ça, je veux dire, tout le monde l'a constaté, que contradictoire par rapport à son époque. C'est-à-dire, pour lui, ça voulait dire qu'il était en opposition avec ce qui était la pensée dominante de l'époque, c'est-à-dire l'incrédulité, etc. Et lui, il était en contradiction avec cette époque, ce qui est à la fois... souvent il le dit, moi c'est comme ça qu'il présente les choses, par moments difficiles à vivre, et en même temps qui est probablement en rapport avec l'énergie dont je parlais à l'instant. C'est un peu comme le judoka qui prend son énergie de l'adversaire, n'est-ce pas ? Et voilà, je pense qu'il y a quelque chose dans cette espèce de contradiction de Claudel avec la pensée dominante de son temps, que de toute façon on est bien obligé d'affronter quand on s'intéresse à lui, ça ne fait aucune espèce de doute. Alors, du coup, d'une certaine manière, c'est un écrivain de combat que vous décrivez.
Cet écrivain, il compte dans le panthéon de la littérature française, mais alors, comme toute vérité installée, on s'interroge. Qu'est-ce qui fait l'originalité, la spécificité de cet écrivain? Alors là, je vais répondre en donnant mon point de vue, si vous voulez. Hein. Je dirais que c'est un écrivain, j'aurais envie de dire, c'est un écrivain complet. Je veux dire par là que, d'abord, il a publié, il a écrit dans plusieurs genres, excepté le roman. Il n'a jamais fait de roman, et il a dit un roman, je ne saurais pas écrire un roman, je ne peux pas écrire un roman. Mais autrement, il a été poète, il a été dramaturge, il a été essayiste, commentateur de la Bible également. C'est un inventeur de personnages et de situations. Les personnages, il y a un certain nombre de personnages du théâtre de Claudel qu'on n'oublie pas. Enfin, je sais pas, le personnage d'Isée, le personnage de Turlure, ces personnages extrêmement frappants. C'est quelqu'un qui a une langue, je veux dire que c'est un prosateur, à mes yeux, peut-être plus un prosateur qu'un poète, ou alors un poète en prose. Il a écrit, où il a utilisé ce vers qu'on appelle le verset, qui est à mi-chemin du vers et de la prose. Donc, une langue qui est tout à fait étonnante, et puis c'est quelqu'un qui a aussi une pensée sur toutes sortes de domaines. Je ne dirais pas qu'il a un système, parce qu'il n'aime pas les systèmes, mais une pensée complexe et qui prend en charge les événements, ce qui se passe de son temps, de son vivant. C'est un notable provincial aussi, c'est avec un accent rocailleux que l'on entend, qui ne le quittera jamais, même dans les grands salons, dans la diplomatie. Vous avez décidé d'une certaine manière, à travers cette biographie, de le faire sortir de sa légende, quelque part de le défantomiser, comme vous dites. Et il était trop caricatural dans l'imaginaire. Est-ce que vous avez voulu, d'une certaine manière, le déconstruire ? Oui, alors le déconstruire, si vous voulez, le déconstruire non pas Claudel, mais les lieux communs qui courent à son propos. Défantomiser, c'est quelque chose, c'est une expression que j'ai un peu volée à Chateaubriand, donc je vais lui restituer ce que je lui dois. Il parle de Byron et il dit... ce qui était extrêmement célèbre au moment de Chateaubriand, et il dit Byron, tout le monde en parle, on raconte des légendes, des histoires, et toutes ces histoires finissent par faire foi, on crée un fantôme, hein, et il a cette phrase que je trouve magnifique, il dit « Et la postérité adopte le fantôme ». Et bien, il s'est passé la même chose avec Claudel, et probablement il se passe la même chose avec tous les hommes célèbres, que ce soit des politiques ou des écrivains ou des artistes, etc. On en fait des fantômes, et la postérité adopte le fantôme. Voilà. Et donc, ça suppose donc un profond travail de recherche pour aller au-delà de cette légende, j'imagine. Oui, bien sûr, bien sûr. Il faut, voilà, ça suppose pas mal de lecture, mais ça m'a énormément intéressé parce que moi je suis, donc vous l'avez rappelé, professeur de littérature, et là j'ai bien entendu Claudel, c'est de la littérature, ça ne fait aucune espèce de doute. Seulement, c'est aussi beaucoup d'autres choses. C'est aussi, ça m'a amené à faire de l'histoire diplomatique, ça m'a amené à m'intéresser de près à certains aspects des civilisations de l'Extrême-Orient qu'il a extrêmement bien connues, il y a passé 20 ans. Et donc... c'était tout à fait passionnant, voilà. Alors, c'est clair, et dans les premiers éléments forts de ce parcours de Claudel, il y a forcément cette histoire de la conversion. On est à Noël 1886, à Notre-Dame de Paris. Il vit une forme d'illumination. Alors, curieusement, cette fois, il l'avait quitté, notamment sous l'influence de sa sœur Camille. Oui, enfin, alors c'est compliqué cette histoire de conversion, parce que là aussi, c'est devenu une légende. Je ne veux pas du tout dire que
la conversion de Claudel serait une légende. Sa foi n'est pas une légende. C'est pas ce que je veux dire. Simplement, il faut essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Et je pense que... alors, il vient d'une famille dans laquelle il y a une tradition religieuse. Son grand-oncle était prêtre. Et dans lequel il y a aussi une solide tradition anticléricale. C'est son père qui avait été élève des jésuites, et comme souvent, le passage par l'école religieuse, ça fabrique des anticléricaux, comme les casernes fabriquent des antimilitaristes. Là, c'est bon. Voilà. Et donc, il y a ça. Et surtout, l'événement important, je crois, dans la jeunesse, dans l'enfance de Claudel, c'est ce qui se produit quand il a 12 ans. Jusqu'à présent, la famille a habité dans des petites villes pour 2-3 ans, voilà, dans cette région-là, en Lorraine, etc., en fonction des mutations du père. Et puis, à 12 ans, quand il a 12 ans, à cause de Camille, on vient à Paris. Et à cause de Camille, elle veut faire des études artistiques. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et il n'y a qu'à Paris qu'on peut. Camille, qui a un tempérament extrêmement trempé, a réussi à persuader ses parents qu'il fallait absolument qu'elle aille à Paris. Comme ils n'ont pas voulu la laisser aller seule, on a décidé que l'on allait transporter la famille entière à Paris. Et le petit Claudel, il suit. Voilà. Et l'arrivée à Paris, dans une ville qui est alors une des plus grandes villes d'Europe et une des plus grandes villes du monde, et à un moment de l'histoire où on n'a pas du tout l'habitude que nous avons aujourd'hui de voir des villes gigantesques, etc. C'est un bouleversement très profond. On l'envoie dans un lycée qui est le lycée de Louis-le-Grand, qui est comme tous les lycées de l'époque, un petit peu militaire. Il est malheureux comme les pierres au lycée de Louis-le-Grand, ça ne lui va pas du tout. Et donc, il y a quelque chose qui, à mes yeux, est de l'ordre de la dépression qui s'installe. Quand je vous écoute, j'ai l'impression qu'on est dans les déracinés de Maurice Barrès. Oui, alors Claudel n'aimait pas trop Barrès. Il disait Monsieur Barrès est enraciné dans un pot de fleurs, ce qui n'était pas vraiment une gentillesse. Et il disait aussi Barrès, c'est la terre et les morts, moi, c'est la mer et les vivants. Barrès était l'emblème du nationalisme, et Claudel a été toujours, tout au long de sa vie, et surtout à partir de la guerre de 14, très hostile au nationalisme. Mais le point commun, c'est ce sentiment de tristesse profonde dans ce Paris. Ça, il y a le déracinement, on peut dire ça. En tout cas, l'installation à Paris, ça a été un traumatisme qu'il partage avec d'autres. J'en ai trouvé, j'en cite un exemple dans le livre. Il y a la même chose avec Romain Rolland, qui est aujourd'hui un petit peu oublié, mais qui a été un écrivain important dans les années 30, qui a eu une orientation politique tout à fait différente. C'est un compagnon de route des communistes, ça n'a rien à voir avec Claudel. Mais il y a le même désespoir qu'on a du mal aujourd'hui peut-être à entendre, à comprendre, dans lequel on a du mal à se projeter quand il s'arrive à Paris. Et il me semble que pour Claudel, la conversion, qui a été un phénomène long, n'est-ce pas, il y a l'histoire de Notre-Dame, mais ça a duré ensuite pendant plusieurs années, c'est le moyen qu'il a inventé pour s'arracher à cette espèce d'état de désespoir dans lequel il était. Et ensuite, il n'a plus lâché. Alors à partir de ce moment-là, il va devenir fidèle totalement à cette foi, parfois avec véhémence. Il essaie de convertir André Gide, il s'astreint à une pratique quotidienne. C'est vraiment la colonne vertébrale de sa vie, cette foi. Assurément, oui. Oui. Ça, c'est quelque chose qui... voilà, qui est absolument central. On ne peut pas parler de Claudel si on met ça entre parenthèses. Ça n'exclut pas les doutes. Seulement les doutes, on n'en parle pas.
parce que quand on écrit, c'est fait pour être lu, et c'est quelque chose dont on peut trouver des traces, une inquiétude très, très profonde. Même dans le journal, ça n'apparaît qu'entre les lignes. On écrit pour la postérité? On écrit, je ne sais pas si c'est pour la postérité, on écrit pour, en tout cas pour ses contemporains, et ses contemporains, il n'est pas question de leur faire part de ses propres doutes. Alors, l'absence de doute, ça peut parfois rendre aveugle. Durant la guerre d'Espagne, il se range du côté de Franco, du clergé. Paul Valéry le trouve complaisant à soi et s'interroge. Son orgueil ne sait pas se taire. Alors sa foi, elle le dépasse ou elle lui permet de dire ce qu'il veut? Je ne sais pas, elle le dépasse. Enfin, lui dirait sûrement qu'elle le dépasse. C'est quelque chose qu'il saisit. Il parle souvent, il parle parfois de ces prophètes de l'Ancien Testament qui sont saisis par le souffle, qui vont devenir prophètes, mais ils ne veulent pas devenir prophètes. Et c'est cette espèce de volonté supérieure à la sienne, à la leur, qui en fait ce qu'ils ne veulent pas être. Lui, il a souvent comparé ce qui se passe dans l'écriture. Il dit le petit lutin qui est dans le stylo, qui se met à s'agiter, et le stylo part tout seul. Voilà. Je ne parle pas selon ce que je veux, dit un de ces personnages. Et je pense que c'est vrai à la fois dans le domaine de l'écriture littéraire et dans le domaine de la croyance religieuse. Cette foi, c'est également ce qui lui permet justement la création à travers le théâtre, par exemple. Un de ses grands succès, notamment grâce à Jean-Louis Barrault, c'est Le soulier de satin. 11 heures de représentation. Alors le théâtre de Claudel, c'est riche, c'est profond, c'est parfois long. On connaît le mot de Sacha Guitry à propos de cette pièce. Il dit « Heureusement qu'on n'avait pas la perle ». Dans ce drame mystique, Le soulier de satin, cet amour impossible, quelle est la part de biographie? Oui, alors la part de la biographie, elle est évidemment importante. Peut-être on peut raconter l'histoire, n'est-ce pas? Claudel a eu l'idée le projet aux environs de 1900 de se faire moine. Et donc à un moment où il est revenu en France, il est allé dans plusieurs monastères. Et finalement, il n'est pas devenu moine. On ne sait pas très bien pourquoi. Peut-être parce qu'au fond de lui-même, il l'a dit après, il ne voulait pas. Qu'il avait peur de ce qu'allait être sa vie s'il entrait dans le monastère. Est-ce qu'il n'a pas subi un refus de la part... Alors, il y a plusieurs versions. Il y a plusieurs versions. Certains disent que les supérieurs ont eu des doutes peut-être sur la profondeur de la vocation, sur l'authenticité de la vocation. Peut-être ont-ils pensé qu'il était plus utile s'il restait dans le siècle, comme on disait. Voilà. En tout cas, il n'est pas devenu moine. Il a vécu ça comme un échec profond. C'est pas j'ai réussi à me sauver. Si c'est ça, si j'ai réussi à me sauver, il n'y a pas de quoi être fier, de son point de vue, n'est-ce pas? Je parle de son point de vue. Il a vécu ça comme un échec. Et en retournant en Chine, puisqu'à ce moment-là il était en Chine, sur le bateau, il rencontrait une femme, mère de famille, des enfants, etc. Et il y a eu ensuite une longue aventure amoureuse avec cette Rosalie Vetch, dont il a eu une fille. Voilà. Et bien entendu, le soulier de satin réécrit de façon sur la portée de l'épopée, si je peux dire, cette aventure amoureuse. Seulement, le soulier de satin, c'est aussi beaucoup d'autres choses. Au début, n'est-ce pas, on lit, quand on commence à lire le soulier de satin, la scène de ce drame est le monde, c'est pas rien, n'est-ce pas? Et effectivement, vous avez le monde entier là-dedans. Vous avez l'Europe, vous avez l'Afrique,
puisque une partie se passe à Mogador, c'est-à-dire dans l'actuel Essaouira. L'Amérique, puisque le héros Rodrigue va devenir le gouverneur de l'Amérique espagnole, ça se passe au XVIe siècle. Et puis le Japon, puisque ce Rodrigue va ensuite aller au Japon, où Claudel était lui-même passé. Il va y perdre une jambe, hein, il va finir misérable, unijambiste, à peindre des images de saints aidés par un japonais. Donc il y a le monde entier, c'est une fable sur le désir inassouvi, puisque Rodrigue et Prouez, c'est le nom de l'héroïne, finalement sont séparés. C'est une fable aussi sur la paix et sur la guerre, qui renvoie à la situation de l'Europe au moment où Claudel écrit les années 20. Alors, on retrouve là tout le côté aussi diplomate, hein, et on va refaire le fil de ce parcours. Est-ce que d'une certaine manière, autour de ça, il n'y a pas le syndrome à trop s'être enfermé dans la religion avec cette fameuse Rosalie Vetch, une sorte de libération? Parce que c'est quand même un personnage, cette Rosalie Vetch, et quelque part, ça va être le drame de sa vie, cette femme. Alors, libération, lui, il n'aurait sûrement pas défini ça comme ça, n'est-ce pas? Ce qu'on voit, parce que maintenant, quand même, la correspondance avec Rosalie a été publiée sous le titre Lettres à Isée, et on voit là-dedans, dans ces lettres, Claudel ne le dissimule pas, la violence de la pulsion, ce qu'on appelle aujourd'hui pulsion sexuelle, de la fantasmagorie sexuelle, il le dit lui-même, mais en même temps, il y a cette lutte contre cette fantasmagorie. Je ne pense pas... Enfin, ils ont donc vécu comme mari et femme pendant quelque temps en Chine, à Fuzhou. Dans votre biographie, c'est quand même époustouflant parce que ils vivent dans l'ambassade, mais le mari est également présent. Quelque part, on se demande s'il n'est pas complice de cette histoire, s'il n'essaie pas de l'instrumentaliser. Bon, ce sont des pages absolument ébouriffantes. Oui, beaucoup ont supposé que le mari était un mari complaisant, en effet. Oui. C'était pas une ambassade à l'époque, hein, c'était un tout petit consulat. Petit consulat. Claudel a commencé de manière assez modeste dans la carrière diplomatique. Mais je pense que la vie partagée entre Claudel et Rosalie n'a pas dû être uniquement faite de lys et de roses tous les jours. Hein. Ça n'a pas dû être simple, la vie commune. Alors, néanmoins, en 1906, il va finir par se marier, et d'une certaine manière, c'est la raison qui l'emporte. Claudel sera-t-il un mari fidèle et un père attentif? Mari fidèle, on ne peut pas dire ça, non, puisqu'il a retrouvé ensuite Rosalie dans les années 20, et leurs relations ont repris. Les relations conjugales de Claudel n'ont pas dû être très paisibles non plus. C'est assez clair. Hein. Sa vie avec Madame Claudel n'a pas toujours été sereine. Père attentif, je ne sais pas, il s'est occupé de ses enfants. Ce que ses enfants, presque unanimement, lui reprochent, c'est de ne pas leur parler suffisamment de ce qui lui importe. Au fond, de ne pas suffisamment partager avec eux ces sujets de pensée, de préoccupation, etc. Et il ne leur donne pas tort, mais il leur dit « tout est dans mes livres, tout est dans mon œuvre hein, ». Voilà. Et après, il y a eu parfois des conflits avec certaines de ses filles. Une de ses filles, la plus jeune, qui voulait être actrice.
puis il voulait pas du tout, il n'était pas du tout d'accord pour ça, évidemment. Et puis il y a la sœur Camille qui lui a donné une image peut-être du monde artistique qui est particulière. À un moment, Paul Claudel, diplomate, avait pris des positions sur la guerre d'Espagne. Il sent venir la Deuxième Guerre mondiale. À ce moment-là, il est en partie aux États-Unis, entre les États-Unis et la France. Comment voit-il la montée des périls ? Oui, alors, ça c'est un point important, évidemment, parce qu'on a fait... alors, il y a l'histoire de l'Espagne, du soutien en 1937 aux franquistes. Il y a également le fameux poème au maréchal Pétain qui date de 1940. Alors justement, quelque part, je tire le fil. Paul Claudel est-il pétainiste ? Il a été pétainiste en 1940, comme beaucoup de Français l'ont été, parce que Pétain, mon Dieu, c'était le vainqueur de Verdun. Et à ce moment-là, une expression qui est très répandue, c'est il y a De Gaulle, il y a Pétain. L'un, c'est l'épée, De Gaulle, l'autre, c'est le bouclier, Pétain. Et Claudel participe sûrement de partage sûrement cette pensée à ce moment-là. Il connaît Pétain un petit peu, il l'a rencontré, etc. Ce n'est pas par défaut, il a écrit une ode, 55 vers, Alors, il a écrit un poème, des paroles au maréchal, exactement, effectivement, qui ont été écrites en décembre 1940, alors que Pétain venait de faire arrêter Pierre Laval. Pierre Laval était l'artisan de la politique de collaboration. Donc lorsque Pétain a fait arrêter Laval, sa popularité en France s'est envolée. Tout le monde s'est imaginé que ça voulait dire que c'était une désapprobation de la politique de collaboration et que Pétain se réveillait. Tout le monde se trompait. Mais c'est à ce moment-là que le poème de Claudel est écrit. Et en fait, alors, Claudel, dès qu'on parle de collaboration, ça se voit très nettement dans son journal, s'en moque férocement. Il dit la collaboration, qu'il écrit avec un K, c'est la collaboration de la mule avec le muletier. Et il est, dès juillet 40, il est parti en Algérie avec l'idée qu'on pouvait continuer la guerre depuis l'Empire colonial. Comme beaucoup d'autres, comme beaucoup d'hommes politiques français à cette époque-là. Puis il s'est aperçu que c'était une illusion, donc il est revenu en France. À ce moment-là, effectivement, il est pétainiste, très hostile à Laval, qu'il connaît bien aussi, qui a été son ministre quand il était ambassadeur, et qu'il déteste. Bon. Et par ailleurs, depuis les années 30, Claudel a été un adversaire décidé du nazisme. Il est connu et désigné comme anti-nazi, et ses prises de position publiques sont sans ambiguïté à cet égard. Le racisme et l'antisémitisme nazi est selon lui incompatible avec les valeurs du christianisme, et sur ce plan-là est parfaitement clair. Et je crois que dans la continuité, finalement, dans cette cohérence que vous décrivez, en 1941, après les premières rafles anti-juives de Vichy, Claudel, quelque part, soit saisi d'une prise de conscience ou d'un cas de conscience, fait un acte. Oui, alors, donc 1941, fin 1941, les rafles, les premières rafles anti-juives, à ce moment-là, Claudel écrit une lettre au grand rabbin de France. Cette lettre va être rendue publique, dans laquelle il écrit « Israël est aujourd'hui le fils aîné de la douleur, comme il est depuis toujours le fils aîné de la promesse ». C'est une lettre dans laquelle il prend explicitement position contre les persécutions anti-juives. Claudel vient de loin sur ce sujet-là, parce que dans sa jeunesse, il était très antisémite. Il était, au moment de l'affaire Dreyfus, il a été anti-Dreyfusard. Et puis, il a évolué
pour une bonne part, en raison de sa foi religieuse. D'abord parce que ça a été un lecteur de la Bible, et que, mon Dieu, la Bible, c'est quand même un livre juif. Et puis, il y a, de son point de vue, une antinomie entre la pensée chrétienne et le racisme tel qu'il est promu par les nazis. Donc il va évoluer d'un antisémitisme de jeunesse, qui était un antisémitisme familial, qui est partagé avec Camille d'ailleurs, soit dit en passant, un antisémitisme donc de sa jeunesse, à un philosémitisme très marqué, et même au sionisme. Hein. Le Claudel des années 30 est explicitement sioniste. Et donc sa lettre au rabbin de 1941 est parfaitement en ligne avec les positions qui avaient été exposées auparavant et qui étaient parfaitement publiques. Et effectivement, après la Deuxième Guerre mondiale, il poussera encore ce philosémitisme pour la création de l'État d'Israël. Ce qui l'amènera d'ailleurs à se quereller avec certains de ses amis, notamment Louis Massignon, qui était très critique à l'égard de l'apparition de l'État d'Israël, en effet. Alors j'aimerais qu'on remonte aux origines, la famille, le terreau, et dans votre étude sur Claudel, c'est vrai que vous avez fait des choix, c'est une somme, mais pour réagir à la légende, vous n'avez pas forcément mis la priorité sur la spiritualité ou l'œuvre littéraire. Vous êtes allé chercher donc d'autres aspects plus méconnus qu'on a évoqués brièvement au début. Moi, c'est une facette qui m'a vraiment intéressé et passionné, c'est vous faites découvrir le diplomate averti des enjeux de la mondialisation. Une mondialisation en cours sur le plan économique, diplomatique, et donc cette facette-là, voilà, ce prisme-là, pourquoi vous en êtes-vous saisi ? D'abord parce que c'est un point de contact entre la pensée diplomatique et la pensée littéraire. Claudel, si je peux revenir sur cette question littéraire, Claudel, je le disais, a vécu 20 ans en Extrême-Orient, et en particulier, il a passé 6 ans au Japon. Cette expérience du Japon a été absolument fondamentale dans sa vie, et pour son œuvre également. Il a été profondément séduit par le Japon et par les arts du Japon. Au moment où il est au Japon, un certain nombre d'idéologues en France soulèvent des questions à propos d'une soi-disant orientalisation du monde dont il faudrait se méfier, qui serait dangereuse, etc. Claudel n'est pas du tout dans cette perspective-là. Il a écrit, lorsqu'il était au Japon, des petits poèmes, lui, qu'on représente, dont on se dit d'habitude que c'est l'auteur d'œuvres, vous le rappeliez tout à l'heure, c'est vrai, immenses, de longs poèmes. Écrit des petits poèmes qui sont des haïkus, hein, des poèmes écrits sur le souffle, dit-il. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et je trouve qu'il fait la singularité de Claudel, c'est-à-dire, il y a une phrase très belle de lui. C'est aussi un auteur d'aphorismes. Et il y a un aphorisme que j'aime beaucoup, et qu'un certain nombre d'hommes habitués ou de femmes habitués de la parole publique devraient méditer. Claudel dit, il faut parler haut pour qu'on vous entende. Il faut parler bas pour qu'on vous écoute. Voilà. Et en tant qu'écrivain, il a été capable à la fois de parler haut, c'est-à-dire de parler fort, de se faire entendre, et de parler bas, c'est-à-dire de manière intime, qui force, en tout cas qui incite à l'écoute. Mais je m'aperçois que je n'ai pas répondu à votre question. Mais on va la rattraper par un autre bout. Mais quelque part, je reste sur cet homme intime, ce jeune homme qui vit, en tout cas qui a la sensation de vivre une enfance morne, triste. Il va choisir la diplomatie en faisant l'école française d'Extrême-Orient pour s'éloigner, aller au loin. Est-ce que quelque part, il n'a pas cherché, ça c'est l'intime,
à mettre de la distance avec cette famille qui l'a fait souffrir? C'est pas seulement avec la famille, c'est avec la France des années 1880. C'est-à-dire avec aussi la culture de l'Europe des années 1880. Je vous disais tout à l'heure qu'il était malheureux comme les pierres à Louis le Grand. Il était malheureux à cause de l'enseignement, à cause du cadre, sans doute, encore militaire à cette époque-là. Je raconte dans le livre les révoltes de lycéens qui ont pu avoir lieu à l'époque, qui étaient des révoltes extrêmement vigoureuses. En période de boulangisme aussi. Enfin... Oui, mais si vous voulez, indépendamment de cet aspect-là, il y a la culture de cette époque-là, c'est-à-dire le positivisme scientiste. Et ça, il ne peut pas avaler ça. C'est pas possible, quoi. Il faut se représenter les choses. C'est l'époque, lorsqu'il est lycéen, il est couronné par Ernest Renan, qui fait évidemment un discours de distribution des prix. Et dans ce discours de distribution des prix, Renan a cette phrase, donc on est en 1885, un peu avant, quoi, 83. La barbarie est vaincue sans remède parce que tout aspire à devenir scientifique. Nous, aujourd'hui, quand on entend ça, je dis, non, la barbarie vaincue sans remède en 1883, voilà. Et cette espèce de confiance aveugle dans ce qu'on appelle la science, qui était supposée effectivement avoir réponse à tout, c'est-à-dire aux questions morales aussi, aux questions politiques également. Il suffit de demander aux savants. Bon, et pourtant, ce Ernest Renan, c'est lui qui a écrit une vie de Jésus, qui la raconte de manière positiviste, quelque part. Oui, alors ça, la vie de Jésus, c'est pour Claudel, comme pour tous les catholiques du XIXe siècle, c'est l'abomination de la désolation. Ça, voilà, parce que c'est la foi. Jésus est un grand homme, en quelque sorte. Et puis voilà, il n'y a aucune dimension qui soit du domaine du surnaturel. Et Claudel, le surnaturel, c'est ça qui l'intéresse, au fond. Alors que... Claude Pérez, je vous rattrape sur la mondialisation. Ouais. Vous avez dit que ce terreau-là était en Asie. Alors, Claudel passera 14 ans en Chine, petite anecdote, sans apprendre le chinois. Il sera ambassadeur à Tokyo, vous en avez parlé. Cette passion pour l'Asie, ça lui est venu sur place ou où va-t-elle chercher ses sources? Non, il a voulu y aller. Alors, c'était la mode. Le Japon était très à la mode à l'époque, c'est la mode du japonisme. Sa sœur Camille était elle aussi très éprise du Japon, d'art japonais. Voilà, ça se voit sur des photos dans son atelier. Il y a des objets japonais, etc., etc. Elle a probablement été influencée par l'art japonais. Donc, oui, ça lui vient de là. C'était compliqué d'aller au Japon. Et il a découvert la Chine à New York. Vous voyez, c'est l'exemple de... Oui, il démarre sa carrière consulaire aux États-Unis, comme petit consul à New York. Et à New York, il y a une Chinatown. Et il est tout le temps fourré dans la Chinatown, n'est-ce pas? Alors que les Chinois sont à l'époque victimes d'une politique raciste de la part des États-Unis qui voulait freiner l'immigration chinoise. Il y a un théâtre, il est fasciné par le théâtre. Ensuite, il va à Boston de nouveau, Chinatown, etc. Donc, voilà. Et la Chine, ça l'a énormément intéressé. Et effectivement, alors, je reprends ce mot de mondialisation. Il y a un certain nombre d'historiens de l'économie qui parlent d'une première mondialisation qui aurait commencé aux environs de 1870, sous le Second Empire même, n'est-ce pas, et qui se serait poursuivie jusqu'en 1914. Mondialisation, ça veut dire des choses précises, ça veut dire augmentation des flux de marchandises, augmentation des flux de capitaux et des flux migratoires très importants. Quand Claudel est en Chine, donc ça commence en 1895, il vit ça
c'est son quotidien, n'est-ce pas? Il se trouve associé à la construction d'une ligne de chemin de fer qui est construite alors avec des capitaux belges, français, etc. On est en compétition avec les Américains qui veulent se placer sur cette affaire. Bon, il y a des demandes de main-d'œuvre qui viennent du Mexique, de partout. Enfin, voilà, la mondialisation, elle est déjà là, et dans la suite de sa carrière, quand il est ambassadeur aux États-Unis, par exemple, c'est bien entendu la relation franco-américaine qui est en cause. Mais on le voit par exemple travailler avec le secrétaire d'État américain parce qu'il y a une querelle qui est survenue entre les Chinois et les Russes et qu'il s'agit d'éviter que ça voilà. Donc, et c'est une facette qui est étonnante et fascinante dans ce personnage de Paul Claudel. C'est que ce n'est pas un pur esprit intellectuel, il va mettre les mains dans le cambouis, et quelque part, même avec une forme de plaisir. Je trouve que, vous l'avez développé dans la revue Commentaire et dans l'histoire littéraire, cette histoire de la ligne de chemin de fer nord-sud Pékin-Hankou, c'est significatif de son intérêt à détricoter une problématique et à essayer de la résoudre. Oui, alors sur le Pékin-Hankou, il n'est pas le seul. Il y a tout un... D'abord, ce sont les Belges qui sont à l'initiative, n'est-ce pas? Et c'est son ami Francky qui mène les négociations, enfin qui les mène au niveau local, mais il y a le roi de Belgique qui est derrière, il y a les banques qui... Enfin, c'est tout un... Bon. Mais en effet, Claudel n'est pas du tout un pur esprit, absolument pas. Il est extrêmement incarné. Hein, d'ailleurs, au physique, c'est pas quelqu'un d'évanescent. Hein. On a en tête les photos. Voilà. Alors, cet intérêt pour l'économie, les flux, la circulation, l'échange, c'est effectivement cet agencement autour d'une forme de gestion. Mais dans ces problématiques, Claudel dit que le rôle de la politique est important pour débloquer notamment les situations. Est-ce que finalement il n'est pas aussi un partisan de l'intervention de l'État ? Oui, alors, d'une manière générale, l'État, quand ce mot arrive sur sa page, dans ses textes, c'est rarement dans un sens positif. Hein. C'est-à-dire que l'État, c'est quelque chose dont il se méfie beaucoup. C'est surtout une instance de contrainte, c'est quelque chose qui apporte des contraintes. Il n'y a pas beaucoup de sympathie, je crois, pour l'État, de manière générale. Mais... Claudel n'est pas du tout un idéologue. Il se méfie beaucoup des idéologies, il en dit pique-pendre. Donc il peut très bien arriver... c'est un pragmatique. Donc il peut arriver qu'on ait besoin de l'État, oui, bien entendu, ça peut arriver, on ne va pas s'en passer. Hein. Mais de manière générale, il était extrêmement méfiant aussi, féroce à l'égard des politiques. De manière générale, il n'est pas tendre, hein. Il a la dent dure, mais avec les politiques, il y a eu deux hommes politiques, je crois, un surtout, enfin, celui dont il est le plus proche en France, et c'est très paradoxal, celui dont il s'est fait un ami, c'est Édouard Herriot. Édouard Herriot qui est quand même le patron du Parti radical, c'est-à-dire anticlérical. Mais ils étaient très copains. Bon. Et l'homme politique pour lequel il a marqué une admiration constante, c'est pas Pétain, hein, qu'il déteste à partir de 1941, on l'a dit, c'est Roosevelt. C'est Roosevelt, qu'il a un tout petit peu connu à la fin de son ambassade américaine, puisque son ambassade s'interrompt en 1933, peu après peu après l'arrivée de Roosevelt au pouvoir, mais il l'a suffisamment connu pour concevoir une grande admiration pour lui. Et ce que j'ai découvert, c'est une autre des surprises dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'il est resté en relation avec Roosevelt après son départ du Quai d'Orsay, après qu'il est en retraite, après sa retraite, et il est resté en relation avec Roosevelt jusqu'au début de la guerre.
Alors, dans cette carrière diplomatique, il y a une rencontre qui n'est pas politique, ça veut dire une amitié qui va devenir importante, c'est Philippe Berthelot. Pouvez-vous nous dire qui est ce personnage qui est dans les rouages de l'État ? Oui, alors Philippe Berthelot, c'est le fils de Marcellin Berthelot, c'est-à-dire d'un très grand savant chimiste de la fin du XIXe siècle. C'était donc le genre de personne que Claudel aurait dû haïr, parce que c'était un positiviste scientiste, un ami de Renan, tout ça. Et Berthelot, alors le père Berthelot, Marcellin donc, a été brièvement ministre des Affaires étrangères, a fait entrer son fils au ministère, son fils qui avait été recalé au concours, et donc une fois qu'il a été au ministère, sans le secours de son père, parce que son père n'était plus ministre, il est devenu, au début du siècle XX, l'un des principaux et le principal personnage du Quai d'Orsay, qui avait l'avantage sur le ministre de rester. Parce que les ministres passent, mais Berthelot restait. Et Berthelot est devenu, disons, entre la fin 1908-1909, je n'ai plus les dates exactement, et puis les années 30, avec certes des épisodes où il a été mis entre parenthèses, mais il est devenu le grand Manitou du Quai d'Orsay. Donc pour les postes, pour les réaffectations... C'est ça. Ça a été, et puis aussi pour la conception de la politique française. Et évidemment, alors Berthelot, c'est le contraire de Claudel. C'est un homme à femme qui accumule les conquêtes féminines, qui joue au poker, qui est également un grand amateur de poésie, qui savait des tas de vers par cœur. Bon, un grand admirateur de Mallarmé, qui a été quand même un des maîtres de Claudel. Et ils sont devenus copains. Voilà. Ils étaient amis. Il y avait une véritable amitié entre réciproques, je crois. Il n'y a aucune raison de penser que ça n'était pas le cas. Et Claudel, qui est entré dans la diplomatie comme consul, ne serait jamais devenu l'ambassadeur qu'il a été s'il n'avait pas eu l'appui de Berthelot. C'est tout à fait évident. Alors vous décrivez les postes, les missions de Claudel en Italie. Donc là, on est dans les années de la Première Guerre mondiale. Vous avez évoqué le poste au Danemark avec ce rôle quasiment d'espion face au péril bolchevique. C'était clairement pas un diplomate inactif. Comment, de manière très pratique, concilie-t-il cet activisme, d'une certaine manière, avec son goût pour l'écriture et son écriture ? L'écriture, c'est 1 heure ou 2 chaque matin. Et puis, le reste du temps, c'est l'activité diplomatique. Il a écrit, évidemment, beaucoup de poèmes, de textes littéraires, de drames, etc. Il a écrit aussi énormément de rapports diplomatiques, de dépêches, de télégrammes, etc. Et certains de ses amis littéraires s'étonnaient, enfin, comment ça se fait, pourquoi ça l'intéresse, ça, lui, il devrait écrire des poèmes. Et il y a, à la fin de sa vie, il a été interviewé très longuement par un journaliste à la radio. Le journaliste s'appelait Jean Amrouche. On a publié ça sous le titre Mémoires improvisées. Et le journaliste le questionne longuement. Il dit, mais enfin, ça vous embêtait pas? Claudel dit, non, ça ne m'embêtait pas du tout. Mais enfin, et le journaliste, il n'en croit pas ses oreilles. Il y revient, il insiste, ça dure 3 pages. Et pas parce que quand il est par exemple au Brésil, je crois qu'il fait un rapport sur alors le café ou enfin des matières premières, enfin mais très fouillées, quoi. Mais pas seulement au Brésil, il a fait ça partout. Il y a un rapport, enfin, le titre est amusant, ça s'appelle Rapport sur l'emballage des petits fours destinés à la Chine. Bon, voilà. Mais il n'y a pas que ça. Il y a eu aussi des rapports, par exemple, j'ai en mémoire des rapports sur les mines de charbon en Chine.
mais voilà, les différentes variétés de houille, les chemins de fer qu'on utilise pour la cheminée, le pourcentage de pente sur les lignes de chemin de fer. Quand il est en Tchécoslovaquie, enfin c'est pas en Tchécoslovaquie, c'est en Bohème à l'époque, avant la guerre de 14, il y a des rapports sur toutes sortes d'usines, multiples d'usines. Il adore ça. Il adore ça, mettre les mains dans les choses bien épaisses, bien matérielles, etc. Et ça, je veux dire, c'est une des choses qui contribue à le rendre sympathique. Il y en a d'autres qui peuvent le rendre antipathique, mais ça, c'est vraiment une dimension très... C'est pas du tout quelqu'un d'éthéré, absolument pas. Alors, vous l'avez évoqué, cette amitié avec Roosevelt, de 1927 à 1933, il est ambassadeur aux États-Unis. Et de ce poste d'observation, il analyse le capitalisme. Même, quelque part, il a des phrases prémonitoires de la crise de 1929. On semble là vivre un retournement dans la psychologie de Claudel. Autant en début de carrière, vous l'évoquiez au consulat à New York, il n'aimait pas ce pays, autant là, il a l'air de se passionner. Il y a deux choses. Il y a d'une part la vie américaine, le mode de vie américain, ce qu'on appellerait peut-être aujourd'hui une culture américaine, qui ne lui est pas du tout sympathique. Il a une amie, une très bonne amie, qui s'appelle Madame Meyer, Agnès Meyer, aux États-Unis, et elle, comme c'est une femme extrêmement riche, elle avait créé des fondations pour venir en aide aux enfants défavorisés. Claudel visite sa mère, dit mais ce serait des animaux, ce serait pas autre chose. C'est du dressage plus que de l'éducation, et ça lui plaît pas du tout. La vie américaine, la culture américaine, c'est pas en accord avec lui. Par contre, dans l'avant-guerre, dans le second avant-guerre, c'est-à-dire dans la fin des années 30, il voit la guerre qui vient. Et il est intimement persuadé que la politique du Quai d'Orsay, c'est-à-dire les alliances de revers avec les Tchèques, les Polonais, etc., ça ne marchera pas. C'est pas possible. Le seul moyen d'empêcher la guerre en Europe, c'est d'impliquer les Américains et de les faire entrer dans le jeu. Et donc, tous ces efforts qui vont échouer, ce sera auprès de Roosevelt pour essayer de renouer de manière la plus étroite possible l'alliance entre les Français, les Anglais et les Américains. C'est le seul moyen d'empêcher la guerre en Europe. Et de ce point de vue-là, il est extrêmement critique à l'égard de la décision qui a été prise par l'Assemblée nationale française à la fin de son mandat à lui aux États-Unis, lorsque la France a refusé de payer une part de la dette qu'elle devait aux États-Unis, parce que de son point de vue, c'était une faute politique majeure. On a besoin des États-Unis pour prévenir la prochaine guerre. Et les quelques millions qu'on a refusé de verser, c'était une faute politique majeure. À ce point de vue-là, il s'est complètement rencontré avec Herriot. Donc, il y a, si vous voulez, deux choses. Il y a la culture américaine, ça ne lui va pas, ni au début, ni à la fin. Mais il y a la politique, les questions politiques et le rôle des États-Unis en Europe, alors d'abord contre le nazisme, pour essayer d'empêcher, contre la guerre, pour empêcher la guerre, et ensuite, après la guerre, face aux dangers soviétiques. Claudel va devenir un atlantiste à tout craint, après la guerre. Voilà. Très clair. Claude Pérez, je ne voudrais pas donner l'impression qu'on escamote le débat, voire la polémique. Je veux parler de la relation entre Paul Claudel et sa sœur Camille, enfermés dans un asile pendant 30 ans. A-t-il été sans cœur avec sa sœur? Est-ce un monstre sous la cloche du catholicisme?
Oui, alors, effectivement, la question fait polémique. Et je suis en train de la regarder actuellement de très près, parce que je suis en train d'écrire une biographie de Camille, après avoir écrit la biographie de Paul. Je crois qu'il y a deux choses qu'il faut distinguer. Alors peut-être d'abord, avant cela, il y a eu... Claudel, Paul et Camille sont les... Il y a 3 enfants dans cette famille. Et Paul, il y a une sœur qui s'appelle Louise. Et Paul et Camille sont proches l'un de l'autre au départ. C'est les 2 artistes de la famille, ils s'entendent bien, c'est une affection réciproque de Paul pour Camille et Camille pour Paul. Bien, après, je vous disais qu'il fallait distinguer entre, d'une part, l'internement de Camille, et d'autre part, la poursuite de cet internement. Camille est internée en 1913, alors qu'elle souffre de quelque chose que les psychiatres appellent une psychose. C'est pas juste des petits problèmes psychologiques, les psychiatres parlent d'une psychose. Cette psychose, ça se traduit par le fait que depuis déjà 4 ou 5 ans, elle ne travaille plus, c'est-à-dire elle ne produit plus aucune sculpture. Elle détruit même. Elle détruit une partie de ce qu'elle a fait. D'autre part, elle s'est complètement isolée. Elle vit, elle se nourrit avec la crainte d'être empoisonnée, c'est-à-dire elle mange des pommes de terre et des œufs, sans hygiène, et parfois elle fugue. Il y a, d'après certains témoignages, des fugues qui durent plusieurs mois. Et sa famille, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, que dans cette situation-là, la famille, c'est-à-dire la mère, la sœur et le frère, ait décidé de l'interner, ça peut se comprendre. Ça peut se concevoir. Je voudrais dire en passant que la légende selon laquelle elle aurait été internée parce qu'elle avait couché avec Rodin et qu'on a voulu la punir, c'est gentil, ça ne tient pas la route. La liaison avec Rodin, elle avait 20 ans. Quand on l'interne, elle en a près de 50. Alors, je sais bien que dans le film Adjani, c'est toujours Adjani, qu'elle a le même visage au début du film et à la fin. Seulement, voilà, dans la réalité, il s'était passé 30 ans, ou presque. Voilà. Donc, c'est pas ça le problème. Il y a peut-être des choses sous le tapis, mais c'est pas celle-là. Après, le problème, c'est que dans les asiles à cette époque-là, on ne soigne pas parce qu'on ne sait pas faire. On n'a aucun outil, on n'a aucun moyen. Tous les agents, les médicaments, les produits que peuvent utiliser des gens aujourd'hui, psychotropes, je ne sais pas, bon, ça n'existe pas. Ça existera dans les années 50. On utilise uniquement la fonction d'isolement. Voilà. En général, c'est dans la campagne la plus reculée et qu'on n'entende pas ces cris. Oui, enfin, on les garde, voilà, et on les surveille, on les enferme, ça fait aucune espèce de... Le problème, c'est que dans les années 20, les médecins disent, bon, elle n'est pas guérie, mais ça va mieux, elle est plus calme, on pourrait essayer de la faire sortir. Et à ce moment-là, la mère de Camille, qui est à ce moment-là toujours vivante, réagit très violemment, il n'y en a pas question, etc. Et donc il y a un refus de sortir, de la faire sortir. Alors, la faire sortir, ça voulait dire aussi la prendre chez soi, avec soi. Et personne n'est prêt à le faire. Dans cette affaire-là, c'est difficile de mesurer. Alors, il y a aussi des choses, peut-être pas le moment d'en parler ici, mais des questions, des querelles entre les 2 sœurs qui sont extrêmement violentes. On ne parle jamais de la sœur. Mais la sœur a eu probablement un rôle déterminant dans la question de Camille. Et alors, Paul Claudel... Pour en revenir à lui, voilà, je ne veux pas esquiver votre question. J'ai le sentiment... Alors, d'une part, lui, il est souvent loin, il n'est pas là.
parce que il est aux États-Unis, il est au Japon, il n'est pas là, donc il est loin. Donc c'est pas lui qui est directement en prise. Directement. Oui. Ensuite, il rentre à partir de 35, quand il est... à ce moment-là, c'est lui qui a la charge financière de Camille, parce que l'internement, c'est pas gratuit, hein, il faut payer la pension. Je crois qu'il paie même... Enfin, il y a une histoire, vous le décrivez bien, de menus. Alors, je ne sais pas, il y a le menu de base et puis un menu amélioré. Donc, Paul Claudel paie le menu amélioré. Il paie pour elle, mais si vous voulez, j'ai l'impression que, au fond... Il le dit du reste, il parle de sa paresse, il n'a pas voulu affronter sa mère et sa sœur pour dire il faut faire sortir Camille. Il y a une espèce de paresse, peut-être de lâcheté, je ne sais pas quelle... Voilà. En tout cas, il n'avait pas la conscience très, très, très claire vis-à-vis de ça. Voilà, c'est une question difficile. Je ne suis pas sûr qu'il était tout à fait en paix avec lui-même, avec Camille. Ce que l'on peut dire à sa décharge, c'est que après la mort de Camille, et là aussi contrairement à des choses qui se racontent, c'est lui qui va vouloir organiser et mettre sur pied la première exposition de l'œuvre de sa sœur, qui a eu lieu au musée Rodin en 1951. Donc, il n'a pas mis sous le boisseau l'œuvre de Camille, au contraire, il a organisé cette exposition, il a même fait don de statues au musée Rodin. C'est l'origine de la collection des œuvres de Camille qui se trouve aujourd'hui dans ce musée. Claude Pérez, vous êtes aussi un grand spécialiste de Jean Paulhan, sur lequel vous avez écrit de nombreux ouvrages, des études. Qu'est-ce qui relie ces deux hommes, Paulhan et Claudel? Quelque part, j'avais envie d'interroger l'anthropologue de l'imagination. Ce qui les relie, d'abord, ce qui les relie, c'est le milieu littéraire dans lequel ils sont. C'est-à-dire que c'est les éditions Gallimard dans un cas comme dans l'autre, et cette revue qui était la grande revue de l'entre-deux-guerres, qui était la Nouvelle Revue Française, dont Jean Paulhan a été le directeur. Mais pour vous répondre plus précisément, j'ai envie de vous dire que c'est surtout ce qui les oppose qui est frappant, qui saute aux yeux, parce que c'est difficile d'imaginer deux personnages plus différents l'un de l'autre. Et peut-être que c'est aussi ça qui m'a... Enfin, une des choses, pas la seule, mais une des choses qui m'a amené à m'intéresser à Claudel et à Paulhan, c'est parce que c'était complètement sortir de l'un quand on allait s'intéresser à l'autre. Ça n'avait rien à voir. Les deux personnages sont vraiment aux antipodes. Même on peut trouver des points communs. Hein. Paulhan, après tout, a aussi pas mal voyagé, enfin, moins que Claudel, mais enfin, il a commencé sa carrière à Madagascar, voilà, il voyageait aussi. Mais non, ce sont des gens très différents et qui ont eu des relations parfois un petit peu compliqué. Claudel s'est fâché avec la NRF, Paulhan avec beaucoup de diplomatie, c'est lui le diplomate dans cette affaire-là, va réussir à le ramener, à le convaincre de revenir. Mais oui, c'est un personnage lui aussi très énigmatique et tout à fait intéressant. Alors, Claude Pérez, on arrive au terme de cet échange. On termine toujours par une question autour de la vocation. Je ne sais pas si tout jeune vous vouliez faire professeur de littérature française. Si là, maintenant, à cet instant précis, vous aviez à prendre un café avec le jeune Claude que vous étiez à 18 ans, sur le plan de la vocation et de la vie qui va avec, que lui diriez-vous ? C'est une question compliquée, ça. Je ne sais pas trop ce que je lui dirais. Je ne sais pas non plus si je réussirais à le convaincre de quoi que ce soit. Mais... vous étiez donc un rebelle ? Je ne sais pas. En tout cas, j'étais très décidé à cette époque-là à ne pas devenir professeur. Voilà, c'était tout à fait... Voilà, c'était quelque chose de tout à fait affirmé, vous voyez, parce que les choses se passent. Bon, je ne suis pas du tout mécontent de l'être devenu, finalement. Mais, pour vous répondre,
je vais terminer par une citation de Claudel, puisque nous avons parlé de Claudel. Vous savez, il existait à cette époque-là, à l'époque de sa jeunesse, quelque chose qu'on appelait le questionnaire de Marcel Proust. C'est-à-dire, c'est un questionnaire dans lequel on demandait aux jeunes gens, aux jeunes filles, alors, quelle est votre idée du malheur, ou quelle est votre idée du bonheur, etc. Et à la question quelle est votre idée du bonheur, Claudel a eu cette réponse: donner son pain. Voilà, je trouve que c'est une belle réponse. C'est celle que vous donnez au jeune Claude de 18 ans. Voilà. Claude Pérez, merci beaucoup. Merci à vous.